Pour cette quatrième et dernière journée de nos conférences internationales dans le cadre de Batimat, je rappelle les conférences organisées par le Master Immobilier Durable de l'École des Ponts ParisTech. Et cette dernière session sera sur le thème de l'industrie de la construction. Et nous allons accueillir dans quelques minutes Monsieur Guy Sidos, qui est président-directeur général du groupe Vicat, et qui nous fera une présentation sur comment décarboner justement le secteur, le ciment, l'industrie cimentière. Et c'est pour nous très important de l'accueillir, puisque il y a des coopérations entre son groupe et puis l'école des ponts dans le domaine de la recherche. Ensuite, nous accueillerons Daniel Zhang, qui sera lui en Chine et qui est vice-directeur de Broad Technology, un groupe chinois de high-tech. Ensuite, Gautami Palanki, qui nous parlera des États-Unis et qui est vice-présidente Sustainability du Howard Hughes Corporation. Ensuite, nous aurons un break et nous accueillerons l'après-midi Pascal Chazal du groupe Orcid et président de Campus Orcid, CO Patch Conseil. Fabrice Denis, directeur général du pôle Construire Autrement de Bouygues Bâtiment. Thomas Pétuolétan, du groupe Schneider Electric. Et enfin, la dernière présentation sera faite par Thierry Fournier de Saint-Gobain, et ce sera la clôture donc de notre conférence. Je pense qu'on peut maintenant commencer cette session. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Guy Sidos, qui est président-directeur général du groupe Vicat. Juste quelques mots et ensuite je vous passerai la parole. Vous êtes ingénieur de l'école navale française, officier de marine, et vous avez quitté le service actif en 1999 après avoir commandé le sous-marin d'attaque rapide Perle. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Vous rejoignez ensuite le groupe Vicat en tant qu'ingénieur dans le domaine ciment. En 2001, vous prenez la direction de la cimenterie de Ragland, Alabama, aux États-Unis. En 2002, vous êtes nommé directeur général de National Cement, filiale nord-américaine du groupe Vicat. En 2004, vous vous installez en France pour devenir directeur général du groupe, puis directeur général en 2008. Vous êtes nommé président-directeur général du groupe Vicat le 6 mai 2014. Voilà. Sur vos activités, vous développez des actions de recherche qui débouchent sur des innovations dans les matériaux de construction, minéraux, biosourcés. Nous avons parlé ensemble là justement d'impression 3D et nous avons vu des exemples hier en fin de session. Vous engagez le groupe Vicat dans la transition écologique en réduisant l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités, en plaçant l'économie circulaire au cœur de sa politique industrielle. Bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous passe la parole. Merci. Effectivement, après 20 ans dans la destruction, j'ai essayé de me racheter en travaillant à la construction. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présent ici et merci pour votre intérêt sur la décarbonation. J'ai pris le parti d'avoir une approche qualitative, descriptive, de vous donner des exemples pratiques de terrain de ce que Vicat fait pour réduire l'empreinte carbone de ces matériaux. Je ne vous donnerai pas de leçon universelle sur la décarbonation. Je ne vous ferai pas une présentation destinée aux analystes financiers qui dit que tout est beau dans le meilleur des mondes, mais je vous laisserai juge de la réalité de ce que nous faisons. Quelques mots sur le groupe Vicat, avant de vous parler plus généralement du ciment, et puis de rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'histoire de Vicat,
commence avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat en 1817, il y a 2 siècles, 7 générations. Son fils crée l'entreprise. Aujourd'hui, nous en sommes à la 7e génération. Mon épouse Sophie, qui est ici, représente la 7e génération. Louis Vicat était ingénieur des ponts et chaussées, envoyé à Souillac, dans le Lot, pour construire un pont. À l'époque, l'État était déjà en faillite. Louis Vicat avait un sens d'observation aigu et essayer de comprendre ce qui faisait la solidité et ce qui faisait la particularité de ce qu'on appelait à l'époque le ciment romain, qui était un mélange de chaux et de pouzzolane naturelle, et a découvert simplement qu'en mélangeant une certaine quantité de calcaire et d'argile, enfin je vous passe le détail sur les oxydes de métaux, de calcium que ça représente, vous le savez mieux que quiconque, eh bien, en ayant des bonnes proportions, cuit à une certaine température, 1452 degrés, on obtenait un autre produit qui, une fois broyé, avait la particularité de durcir sous l'eau. C'était la découverte du principe d'hydraulicité, qui est la base de fabrication du ciment. Point qui mérite d'être noté, même s'il est un peu hors sujet aujourd'hui, il a d'une certaine façon été un des initiateurs de ce qu'on appelle l'open source, parce qu'il a décidé de ne pas prendre de brevet. Conscient de l'importance de sa découverte, il a décidé, par reconnaissance vis-à-vis de la communauté qui avait payé pour ses études, il a décidé de ne pas prendre de brevet et de donner son invention à la communauté. Voilà. Et je salue aussi la présence de Grégoire Douillet, qui est un descendant direct de Louis Vicat également, qui est directeur commercial ciment de Vicat en France. Alors, quelques mots rapides sur Vicat. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 12 pays, je vous le détaillerai, et presque 10 000 collaborateurs et collaboratrices génèrent un chiffre d'affaires, c'était l'année dernière, de 3,1 milliards d'euros. Dans 3 activités principales. Notre cœur de métier est le ciment. Nous sommes intégrés verticalement dans le béton prêt à l'emploi et dans le granulat. Et puis nous avons toute une gamme de produits et de services complémentaires. Notre géographie est celle-là. 12 pays, plusieurs continents. Nos dernières implantations ont été l'Inde, avec de très belles usines que je vais aller visiter d'ailleurs en vous quittant. Dans le sud d'Andhra Pradesh et le nord du Karnataka. Sur un seul site, on produit plus que ce qu'on produit en France avec 5 usines. Donc ce sont des usines ultra modernes, très efficaces énergétiquement. Et notre toute dernière acquisition a été une usine à Brasilia, au cœur du Brésil. Ceci pour situer notre géographie. Alors, le ciment en général, c'est un peu plus de 4 milliards de tonnes. 4 milliards de tonnes consommées dans le monde. Je crois qu'après l'eau, c'est le 2e produit consommé. Et que serait le monde sans ciment? On peut dire qu'il serait meilleur, et en tout cas, il serait très différent. Et vous voyez que la Chine représente plus de la moitié de la production et de la consommation de ciment dans le monde. La Chine, ces chiffres datent de 2019, 2,3 milliards de tonnes. En France, en 2019, la consommation était de 19 millions de tonnes et la production de 16 millions. Donc on est vraiment dans des échelles très différentes. Ceci pour vous présenter le cadre général. Alors, rentrons maintenant dans le sujet qui est la décarbonation. Et finalement, que signifie le terme transition écologique, qui est souvent galvaudé, pour une entreprise comme Vicat? Cette transition écologique est déclinée chez Vicat autour de 2 grands axes. La décarbonation. Le ciment est émetteur de carbone, je reviendrai dessus, dans sa fabrication, et la biodiversité, parce que notre activité de minier, finalement, on extrait du calcaire du sol pour le transformer, et bien nous perturbons les écosystèmes. Donc nos 2 axes que nous développons, c'est la décarbonation et la biodiversité.
la décarbonation, qui est l'objet de cette présentation, je pourrais répondre à vos questions après sur d'autres thèmes, notamment la biodiversité, ce que nous faisons, elle touche deux aspects. Notre processus industriel, c'est-à-dire c'est la production, et cet aspect a une dimension économique forte, parce que nous sommes attributaires dans des pays soumis à réglementation, attributaires de quotas de CO2. Donc on voit tout de suite déjà que la production de ciment en Europe et dans certains autres pays, pour ce qui nous concerne, c'est la Californie et la Suisse, sont liées à des émissions de CO2, donc à l'achat de quotas de CO2. Donc il y a une dimension économique très forte. Donc l'aspect production est essentiel. Et ensuite, les produits, il faut pouvoir les vendre. Et si l'empreinte carbone de nos matériaux est trop élevée, on finira par ne plus trouver de clients. Donc il faut que nos produits, qui peuvent être des produits hybrides, aient une empreinte carbone aussi faible que possible. Premier paradoxe à ce niveau-là, c'est que l'intérêt pour les produits décarbonés, malgré le discours est un peu généralisé, et quand on se promène dans les allées de Batimat, on voit du bas carbone partout, eh bien l'intérêt pour les produits bas carbone, l'intérêt de l'off-taker, de celui qui va payer, qui va mettre la main au porte-monnaie pour construire, il est assez réduit. Il est assez réduit. Je vais vous donner un chiffre qui pourrait nous saper le moral. Nous faisons régulièrement des études de satisfaction de clientèle, et à la question chez nos clients français qui représentent tout à fait le monde de la construction, que ce soit le monde de la construction de maisons ou du TP, question: quel est l'intérêt que vous avez pour notre gamme de produits décarbonés qu'on a baptisé DECA et qu'on a vraiment structuré? On expliquait ce que c'était, on a structuré ça en disant on travaille, on compare des matériaux et des produits à performance équivalente et à mode d'utilisation équivalente. Ce sont vraiment les deux points de calage pour qu'on compare des oranges avec des oranges. Et donc, on leur posait cette question. Eh bien, essayez d'imaginer le pourcentage de notre clientèle, encore une fois représentative de ce qu'est le monde de la construction, pourcentage d'intérêt, je ne parle pas de commande. Nous étions à 6%. 6%. Autrement dit, si je suivais les préceptes des écoles de commerce et que je bâtissais mon business plan sur les produits décarbonés, je n'en ferais pas aujourd'hui. Je n'en ferais pas, parce que je travaillerais, je mettrais 100% de mon énergie sur 6% de marque d'intérêt et qui se traduisent par 3% de vente. Voilà. Mais le monde change et nous sommes résolument engagés, et je vais vous montrer comment on le fait, dans la décarbonation, qui par certains aspects est économiquement positive. Donc on va revenir dessus. Mais donc, gardez en tête, on a un aspect, et je vais vous décrire certains leviers que nous avons de décarbonation des processus industriels, et un autre aspect de création de produits, en l'occurrence, je parlais du ciment, de ciment qui peuvent être des produits hybrides, où on mélange un certain nombre de matériaux pour une fonction donnée. Le contexte, si on peut se poser la question, et d'ailleurs certains vont directement à la conclusion, qui est de dire arrêtons de fabriquer du ciment parce que vous émettez du CO2. Oui, mais il y a un paramètre qui est le facteur 1 de la consommation de ciment, c'est la population. On nous annonce d'ici 2050 une augmentation de la population de 2,5 milliards d'habitants par rapport au niveau actuel. On annonce 10 milliards d'habitants sur Terre. Alors on peut se tromper d'1 milliard, ça ne change pas l'équation. 2,5 milliards, c'est la population totale sur la planète en 1950. Donc vous voyez la dynamique qui arrive. Alors certains, ces prévisions sont celles de l'ONU. Et à cette échelle de temps qui est courte,
et cette échelle en nombre d'habitants sur la planète qui est très élevée, il n'y a tout simplement pas d'alternative au ciment en termes d'accessibilité, en quantité et en coût. Parce que la particularité du ciment est qu'on peut le fabriquer partout, à proximité des zones de construction. Voilà. Vous avez quelques photos de chantier, mais ce n'est pas vous que je vais apprendre ce qu'on fait avec le ciment. Donc on est face à cette équation à résoudre, qui est qu'on va avoir besoin de plus en plus de ciment pour loger la population qui va arriver. Alors je ne dis pas qu'au fin fond de la Savoie, on ne va pas trouver des alternatives. Je parle globalement. Globalement, le besoin de ciment va monter pour des constructions d'habitations et les infrastructures qui sont liées. Alors d'où vient le problème? C'est tout simplement que notre processus de fabrication est émetteur de gaz carbonique. Alors ça c'était quelque chose d'assez moyen, mais dans un mètre cube de béton prêt à l'emploi, alors le béton est un mélange de granulats, de sable, d'eau, de poudre de perlimpinpin, palette Juvent, qui donne des particularités qui fonctionnalisent le béton, et de ciment, qui est la colle à cailloux. C'est un peu le principe actif qui va retenir, qui va coller les cailloux. Vous avez 12% en moyenne de ciment dans un mètre cube de béton, et ces 12% sont à l'origine de plus de 90% des émissions de carbone que l'on attribue au béton. Alors, comment réduire ces émissions de ciment? Alors, quelle est d'abord l'origine des émissions du carbone? Les 2/3 viennent de la nature même du processus découvert par Louis Vicat. C'est-à-dire, pour fabriquer du ciment, on commence par extraire le gaz carbonique du calcaire. Le calcaire, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu le maître ou la maîtresse d'école sur son tableau noir avec sa craie. Non, c'est du calcaire. Imaginez que dans ce morceau de craie, il y a 40% de gaz carbonique. Et la base de notre processus industriel, c'est de l'extraire. Alors ce gaz carbonique, dans la durée de vie du béton, qui va voir le ciment exposé à l'atmosphère, il va être recapté en partie. Ce que l'homme a défait pour utiliser le ciment, la nature va le refaire. Mais ce sont les 2/3 de nos émissions. Et l'autre tiers, c'est l'énergie nécessaire au processus industriel. Et le ciment est un héritier de la chimie chaude. Et on a découvert que la chaleur, l'énergie, permettait de réaliser, de transformer la matière et de créer de nouveaux produits en les fonctionnalisant à partir de matières premières extraites des sols. Alors, pour vous donner une idée, si on parle beaucoup de crise énergétique aujourd'hui, pour donner une idée des puissances utilisées, une tonne de ciment en moyenne, on va utiliser 100 kWh d'électricité et il en faudra 6 fois plus en énergie pour chauffer le process. Donc c'est très consommateur d'énergie. Le premier levier, donc là on rentre dans le vif du sujet, le premier levier que nous utilisons pour réduire cette empreinte carbone, c'est la défossilisation. Nous passons d'une utilisation de charbon, de fioul lourd, de gaz, en fonction de ce qui est disponible là où la cimenterie est installée, à une chauffe par des déchets, ou plutôt par la fraction énergétique des déchets des métropoles que l'on alimente en ciment. Donc on voit la circularité de l'emploi de cette fraction des déchets qui est valorisable en énergie, et c'est rentable.
c'est très rentable pour le cimentier parce qu'au lieu d'acheter du charbon qui vient d'Australie, d'Afrique du Sud, par exemple, il est payé pour éliminer définitivement ces déchets et sans qu'il n'y ait aucun déchet ultime. C'est-à-dire notre processus industriel intègre chimiquement la partie non brûlée, ces déchets, et il n'y a pas de mâche-fer. Donc c'est vraiment un bon emploi des déchets industriels et domestiques des métropoles qu'on alimente. Donc ça, c'est le tout premier, tout premier levier qu'on accompagne bien souvent de modernisation de nos équipements. Une usine moderne va consommer 30% d'énergie de moins qu'une usine ancienne. Et là, pour l'exemple de Vicat, on est vraiment dans la pratique de la décarbonation. J'ai démarré cet été un nouveau four de cimenterie au fin fond d'Alabama. Là, vous disiez que j'avais commencé ma carrière chez Vicat à Ragland, en Alabama. Et bien, sur ce site, nous avons investi 320 millions de dollars pendant la crise du Covid pour construire une usine beaucoup plus efficace thermiquement. Et les consommations d'énergie sont de 30% inférieures à ce qu'elles étaient auparavant. Et pour démontrer notre engagement dans la défossilisation, eh bien, cette usine a été construite sans broyeur charbon. Et Dieu sait si le charbon est abondant dans ces zones-là. Donc, on a pris le parti. On ne construit pas de broyeur charbon. On a des installations extrêmement performantes de combustibles dits alternatifs. Et voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, vous avez là ce qu'on appelle du CSR, un combustible solide de récupération. Alors, il y a eu plusieurs termes. Qu'est-ce que c'est? Vous apportez votre vieux canapé à la déchetterie, il va être haché menu, l'acier va être récupéré, et tout le reste va finir sous cette forme qui est un combustible. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas très homogène. Donc c'est un peu plus compliqué pour le cimentier. Il faut développer des moyens de le passer, il faut affiner le processus industriel. C'est beaucoup moins simple. Et avoir des outils qui font appel d'ailleurs à l'intelligence artificielle pour lisser l'apport de température, l'apport de chaleur par ces combustibles qui sont très hétérogènes. Voilà. Nous travaillons également et à la maîtrise des filières amont de ces déchets, parce que c'est particulièrement prégnant aujourd'hui. Si on attend que les fournisseurs nous apportent le combustible que l'on souhaite, on risque d'avoir des déconvenues lorsqu'il y a une tension sur les prix d'énergie, ce qui est le cas actuellement. Donc nous avons généralement une maîtrise des filières en amont, généralement par des partenariats avec des spécialistes des déchets. Et le déchet, c'est très simple, il faut tout prendre et avoir les filières de distribution pour éviter d'en mettre en décharge. Voilà. Alors cet aspect est rentable pour le cimentier. Il n'y a aucun déchet ultime et aucune pollution aux cheminées parce que notre processus industriel est très chaud. Les flammes sont à plus de 2000 degrés et le temps de rétention de ces matériaux dans nos systèmes est suffisamment long pour éviter d'avoir des polluants aux cheminées et notamment pour éviter des dioxines. Vous savez, si vous brûlez ce genre de déchets à des températures trop faibles, vous avez des émissions de dioxines. Et vous savez ce que ça, les problèmes que vous pouvez avoir. Donc on n'a pas ce problème en cimenterie. Alors là, vous voyez, là, on rentre on n'est pas dans un volcan, c'est un petit coup d'œil dans le four. Vous avez des températures très élevées, une flamme à 2000 degrés qui permet de détruire complètement les organiques et de contribuer à l'inclusion du minéral résiduel de ces matériaux que nous passons dans la matrice du clinker, qui est le produit semi-fini qui permet de faire du ciment. Nous passons également, et c'est un aspect de la décarbonation également, nous passons également des matériaux de déconstruction et ce qu'on appelle des terres
dites polluées. Typiquement, lorsque dans les métropoles, les espaces changent d'usage. On va avoir des espaces industriels qui vont se transformer en espaces commerciaux ou des espaces d'habitation, ou bien on va construire une école. Et bien souvent, ces industries, qui pour certaines datent du siècle dernier, enfin du siècle du 19e siècle pour certaines, il y a une pollution des hydrocarbures, donc on ravage la surface, on essaie de remédier ces sols, tout ce qui peut être réutilisé et réutilisé, ce qui ne peut pas l'être va partir en cimenterie et contribuer à la fabrication du ciment dans des proportions assez importantes. On a une usine qui est l'une des plus grosses d'Europe, à proximité de Lyon, qui valorise beaucoup de terres comme celle-là, l'équivalent de pas loin de 20% du volume total du ciment produit, qui est un ciment normal, provient de cette matière première qui est finalement la ville qui se déconstruit et qu'on va reconstruire avec le nouveau ciment. Donc on est vraiment, encore une fois, dans une logique pratique d'économie circulaire qui est rentable. Côté, pour illustrer une nouvelle fois ce que nous réalisons, vous avez ce petit schéma. Ce petit schéma, l'échelle du haut, c'est le pourcentage de décarbonation. C'est-à-dire, à 0%, on a le ciment d'avant. Alors, le ciment le plus chargé, c'est le CEM1, sans ajout. C'est un ciment avec lequel on fait des ouvrages d'art, qui a une forte résistance, tout ça. Grosso modo, le chiffre, je dirais, officiel, c'est 765 kg équivalent de CO2 par tonne de ciment. Et nous avons, donc là je passe dans le volet ciment, qui c'est un matériau décarboné pour donc le volet produit. Nous allons mélanger un certain nombre de produits pour atteindre des performances équivalentes à ce que donnait le ciment qui est sur la gauche, mais avec une empreinte carbone plus faible. Alors cette empreinte carbone, elle aura été diminuée déjà par l'effort qu'on aura fait sur l'énergie, mais les mélanges divers, que ce soit avec du calcaire micronisé, va valoriser l'empilement granulaire du matériau lui-même. On s'aperçoit qu'on a des brevets sur cette affaire. Lorsque l'on a un bon empilement granulaire du calcaire mélangé au clinker, on arrive à augmenter le pourcentage de calcaire pour les mêmes résistances, donc à diminuer ce qu'on appelle le taux de clinker, qui est donc diminuer d'autant les émissions de carbone. Nous avons également la possibilité de rajouter des pouzzolanes naturelles. Alors là, les volcans ont fait leur travail. Certaines pouzzolanes sont actives dans certaines conditions et on peut les mélanger à du clinker. Et nous avons un CEM4, nous en vendons plus de 100 000 tonnes par an. Le village olympique, Saint-Denis, est construit avec ce ciment en grande partie. C'est un très bon produit. Encore une fois, les performances sont inchangées par rapport aux produits plus carbonés de même catégorie, et la mise en œuvre est identique. C'est-à-dire le geste du maçon, du constructeur, ne change pas. Parce que la construction est un domaine qui est encore très conservateur. Et lorsqu'un maçon apprend un geste, et il peut être très intéressé par les innovations, mais il va rentrer chez lui, il fait des parpaings. Bon, je caricature un petit peu, mais on a pris en compte dans le développement de nos produits cet aspect qui existe. D'ailleurs, il y a une telle urgence à décarboner qu'on ne peut pas se permettre de dire écoutez, vous allez changer de métier, on va faire de vous des charpentiers, et puis au travail, vous commencez demain matin. À la vraie vie, ça ne marche pas comme ça.
On a un autre domaine d'action, c'est de créer ces pouzzolanes là où il n'y en a pas naturellement, hein, parce que celles qu'on fait, elles viennent d'Auvergne. Hein, on a des projets d'activateurs d'argile. On va chauffer l'argile, certaines argiles, hein, ce qui va leur donner un pouvoir hydraulique qui va être dans certains mélanges, qui va permettre de faire des ciments. Donc là, c'est les SM2C qui permettent de réduire également d'un facteur de 30 à 40% l'empreinte carbone des ciments. Donc là, j'ai un calcinateur d'argile en construction à Xeuillé, près de Nancy. C'est à chaque fois, c'est un ticket de 50 millions d'euros pour décarboner de 40% la production de cette usine. Voilà. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un produit qui n'est pas là. Il y a deux produits qui ne sont pas là. Il y a le SEM3. Le SEM3, c'est à base de laitier de haut fourneau. Et il y a d'autres ciments qui utilisent des cendres volantes, qui sont des résidus de la combustion du charbon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ces produits existent et que nous pouvons, si dans certains pays on en fait, parce que c'est demandé et c'est disponible, nous ne basons pas la décarbonation de nos matériaux produits sur les résidus de la combustion du charbon. Je pense que pas besoin d'être plus explicite. Voilà. Et nous avons pris le parti de ne pas baser notre politique industrielle de décarbonation sur l'utilisation du laitier de haut fourneau. Évidemment, on a ça à la gamme, mais le laitier de haut fourneau est un sous-produit de la fabrication de l'acier, et n'est décarboné que par la grâce de la réglementation. Donc le poids carbone du laitier de haut fourneau augmente il fait en parallèle du développement de vraies solutions de décarbonation, mais aujourd'hui c'est très artificiel. Voilà. Donc c'est le parti pris de Vicat qui se projette dans l'avenir. On a une histoire ancienne, on se projette dans l'avenir. Les engagements que je prends en 2050, bon, je suis optimiste, donc j'ai la naïveté de penser que je serai encore là pour les présenter en 2050, mais ce n'est pas moi, ce sera un de mes enfants. Voilà. Donc c'est quelque chose que je prends très au sérieux et ce n'est pas du marketing. Voilà. Alors je reviendrai sur ces sujets parce qu'il y a également des questions de performance des matériaux qui font qu'on préfère, nous, développer autre chose que les ciments au laitier. Ensuite, vous voyez à droite, là, alors je vais dire un liant, parce qu'il n'est pas encore certifié et normé, hein, qui est carbonégatif, qui est un puits de carbone. Eh bien, nous avons lancé, et on a aujourd'hui quelques chantiers qui sont nécessaires à l'acquisition d'Atex, mais il y a quelques courageux qui sont arrivés à convaincre leurs assureurs qu'ils pouvaient construire avec ça. Et d'ailleurs, on l'a mis sur le marché, c'est qu'on l'a testé et que ça marche. On a le Cara. Le Cara, ça évoque diamant. Le diamant, c'est du carbone. Alors, c'est pas nommé comme ça parce que ça a le prix du diamant, mais c'est un puits de carbone. C'est-à-dire on a remplacé une grosse partie de la charge minérale par un biochar assez particulier, travaillé, recarboné. Et donc, c'est l'arithmétique. Hein. On a du plus avec le clinker, dont on essaie de comprimer le poids carbone par le travail sur l'efficacité énergétique, et une grosse partie de la charge minérale et du biochar qui est un poids carbone négatif. Et après, c'est l'arithmétique. Il y a du plus, il y a du moins, mais comme il y a plus de moins que de plus, c'est bien la somme négative. Et ça permet, parce que c'est un matériau, c'est un 42,5R à moins 15 kg d'équivalent de CO2 par tonne, ça permet de ne pas changer le geste du maçon et de ne pas changer les performances des produits. Donc on peut l'introduire et c'est de cette façon qu'on arrive à convertir nos clients à l'utilisation de ces produits qu'on estime vertueux. Alors, pour vous donner un exemple concret de ce qu'on arrive à faire avec les produits qui, eux, sont normés, et ça, donc la ligne 30%. Alors,
30-40% suivant les matériaux. Je disais qu'on fait le village olympique avec ces matériaux. Il était d'abord spécifié en bois, le village olympique, hein, mais on arrive à des performances meilleures avec ça. Non, mais j'aime pas opposer les matériaux parce qu'on a besoin de tout. Il y a un tel déficit de construction et déficit de qualité du logement en France qu'on a besoin de tous les matériaux, on a besoin de tous les savoir-faire, et tout ça est très complémentaire. Et on passe, si vous voulez, un béton lambda est à quoi, 200-250 kg de CO2 par mètre cube, grosso modo, je parle sous votre contrôle. Et sur le village olympique, on nous a demandé de faire moins de 165 kg, et on est à 160 en moyenne sur une vingtaine, pour l'instant, une vingtaine de milliers de mètres cubes. Donc ça marche, voilà, ça marche industriellement. On n'est pas sur la curiosité de laboratoire. Bon, j'ai accéléré un petit peu parce que j'ai voulu vous mettre ces courbes parce que vous êtes des techniciens pour la plupart, et vous voyez que les lignes rouges et oranges du bas représentent des montées en puissance, hein. Vous avez les durées, et vous avez les durées en abscisse et les résistances à la compression en ordonnée. Eh bien, l'un des problèmes posés par les ciments laitiers, ou toutes les applications, ça peut être du laitier activé sans claquer ou autre, c'est que vous avez des montées en résistance assez lentes. Donc, ce ne sont pas les mêmes conditions de mise en œuvre. Eh bien, les produits que nous développons, produits nouveaux, ben, sont les courbes vertes et bleues, hein, et la noire est celle de la Rolls des ciments, qui aime bien les bâtisseurs, parce que vous décoffrez vite et ça c'est des montées en résistance très rapides. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer cela pour illustrer les différences de montée en résistance entre les ciments laitiers et les autres. Et vous voyez le CEM4 dont je vous parlais, qui est celui du village olympique, mais il monte très vite en résistance. Donc ça, c'est la démonstration de ce que je vous disais. Alors, c'est pas tout, parce que ces matériaux, il faut les acheminer sur le lieu de consommation qu'on cherche à décarboner. Et notamment, alors ça, on est parfois contraint à le faire par les ZFE hautes. Vous avez camion oxygène. Camion oxygène, c'est un camion qui fonctionne au biogaz, et sa toupie est électrique. Donc, moins de pollution, moins de bruit. On a quelques-uns en France, j'en ai 120 en Californie. On a basculé l'essentiel de notre flotte, soit de carrière ou de transport, en Eléocent d'avril, avec du colza français. On n'empêche pas les Français de se nourrir. Et enfin, on travaille sur l'hydrogène, et je vais revenir dessus. Autre élément concernant les matériaux, donc on travaille sur les matériaux biosourcés. On a lancé une gamme qu'on appelait Bioton, avec du granulat de bois. Et là, alors ça, c'est un produit. Ce sont des blocs de béton de chanvre. Ça existe depuis une dizaine d'années. Ça marche très bien. Et on a, vendredi dernier, hein, le sénateur Gontard, qui est le président du groupe écolo au Sénat, est venu chez nous lancer une initiative pour développer la filière chanvre en Isère. Donc c'est une filière très transversale, parce que ça permet au monde agricole de travailler avec le monde de la construction. Autre élément qui permet de gagner du carbone, ben, c'est d'avoir des matériaux plus performants. Là, on utilise pour la rénovation d'un pont, c'était à Thoiret sur la Loire. On a sauvé ces ponts anciens qui étaient construits au XIXe siècle, hein. On a sauvé cette cage et développé une solution avec du BFUP, qui chez nous s'appelle le Smart Up. C'est un béton qui est 6 fois plus résistant qu'un béton classique. Au bilan, le budget divisé par 3, le poids du pont divisé par 2, ce qui permet de l'élargir par encorbellement pour éviter le mélange des trafics, et la durée du chantier divisée par 2. Donc bon produit. Impression 3D, on en parlait rapidement. Je vous invite à regarder sur Internet le petit film Litho 6. C'est magnifique. Ce sont des sujets qui avancent. Nous avons développé un atelier à Chambéry, hein, et les visites sont possibles, hein, et on peut fabriquer des pièces magnifiques imprimées qui font 6 mètres de large sur 3 mètres de haut.
et on fait actuellement des récifs pour abriter de la biodiversité marine. Alors, rapidement, ça, c'est le plan de transition sectorielle officiel. Il démontre, alors j'ai pas passé, on pourrait passer des heures dessus, il démontre tout simplement qu'on arrive, avec les méthodes traditionnelles que je vous ai décrites, à décarboner en 2050 tout sauf 40%. Alors c'est conforme avec l'objectif, c'est aligné avec l'objectif de la stratégie nationale bas carbone. Mais ces 40%, il va falloir quand même qu'on s'y attaque. Et les solutions, c'est ce qu'on appelle c'est de capturer le carbone, d'en faire quelque chose. Soit le mettre dans un trou. Nous avons, nous, choisi de travailler sur le carbon capture and usage, en transformant, en faisant quelque chose de ce carbone. Ça, c'est un premier exemple. Alors, ça touche les ponts parce que ça a été fait avec Lifstar. C'est le procédé fast carb où on fait passer des bétons de déconstruction dans un lit de gaz chargé en carbone. On les recarbonate et on refait des granulats utilisables dans les bétons. Fast carb. Voilà. Donc, ça marche. On recarbonate. On recapture pratiquement 50% du CO2 de décarbonation. Sur les paillasses de laboratoire, on en fait 70%. Mais dans la pratique, on arrive à ces taux. C'est intéressant. Et on a d'autres initiatives. Alors, c'est Catch for Climate, c'est pour concentrer à faible coût le CO2 dans nos gaz d'exor. Simmental, on fabrique c'est expérimental, on fabrique des algues, dont de la spiruline d'ailleurs, avec du gaz carbonique. Cimenterie, les algues poussent bien avec les gaz de cimenterie. Et Container est un spin-off d'une start-up qui s'appelle Carbonate, qui permet de valoriser des poussières chlorées de nos fours en les recarbonant. Donc ça, c'est une petite capture. Mais le gros point, ça va être soit le CCS. On est loin des VICA et généralement loin des mers, loin des trous. J'y crois pas trop. Voilà. Soit ce qu'on appelle le CCU. Et nous avons un projet qui est baptisé Innovi, qui conjugue la fabrication d'hydrogène et la décarbonation du carbone qu'on ne sait pas capturer, dont on ne sait pas quoi faire avant. Donc ce projet, c'est 330 MW d'électrolyse. Pour fabriquer 40 000 tonnes d'hydrogène, il faut 5 kg d'hydrogène pour qu'une berline fasse 500 km. Il faut entre 20 et 30 kg pour qu'un camion fasse 500 km. Donc 40 000 tonnes avant d'utiliser, 40 000 tonnes par an avant de les utiliser pour la mobilité, il va falloir en faire quelque chose. Donc ce qui ne sera pas utilisé pour la mobilité, on va le recombiner au carbone de nos cheminées pour en faire un e-méthanol qui va en cascade permettre de décarboner le transport maritime. Et avec une nouvelle transformation, on va faire du e-kérosène qui va permettre de décarboner le transport aérien sans changement de mode propulsif. Au bout du bout, ce projet, c'est 500 000 tonnes de carbone évité. Voilà, donc la cimenterie du futur, et je finirai là-dessus, est un mélange de technologies qui font que la cimenterie produira de l'énergie pour les territoires sous forme de méthanol et un ciment aussi décarboné que possible pour accompagner la croissance de la population mondiale. Voilà, et sur cette photo, je prétends qu'une cimenterie, c'est beau. Vous en avez l'illustration. Ça, c'est une photo d'une de nos usines en Inde. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.